Bonjour les amis. Je continue mes monologues avec des réponses à des questions intéressantes sur la vie et la finance. Aujourd'hui, dans l'espace de l'information, dans le monde de l'investissement, de nombreux dictons et expressions différents sont apparus qui peuvent vous induire en erreur. Et vous prenez souvent de mauvaises décisions sur la base de ces dictons. Aujourd'hui, nous examinerons certains mythes et idées fausses concernant deux de ces dictons. Ainsi, la première ressemble à ceci: ne mettez pas vos œufs dans le même panier. La thèse sur la diversification obligatoire des actifs est aujourd'hui entendue de partout, de la part des gourous de la finance, des soi-disant experts en investissement. Regardons cela plus en détail et essayons de comprendre où se cache la vérité. En fait, tout dans la vie est bien plus compliqué qu'il n'y paraît à première vue. Il n'y a aucun problème à garder tous vos œufs dans le même panier si vous avez confiance en vous et en l'efficacité de la voie choisie. Ce dicton est beau, mais stupide, trompeur. Il ne révèle pas complètement le secret de la réussite dans les investissements, dans la vie en général. Si le panier est excellent, très bon, alors, au contraire, il faut tout orienter vos ressources disponibles là-bas. Cette notion de diversification revient toujours précisément à un moment où l'on ne peut pas bien calculer les risques. La question se pose: pourquoi investir ne serait-ce que $1 dans quelque chose dont on n'est pas sûr de son efficacité? Investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas, où vous êtes complètement incompétent. Si nous savions exactement où se produirait la croissance, où il y aurait des profits et des bénéfices, alors la diversification, au contraire, nous serait préjudiciable. Absolument logique. Si vous savez avec certitude qu'un événement probable se produira, alors pourquoi essayez-vous de répartir les forces dans toutes les directions à la fois? Pourquoi investir dans différents pays, diversification des pays, dans différentes entreprises? Pourquoi perdons-nous volontairement de l'efficacité, perdons-nous du temps et des ressources? Mais du fait que nous ne savons pas ce qui se passera dans le futur, nous choisissons des outils guidés par le hasard et non par la connaissance. Nous avons besoin de cette fameuse diversification, que nous en parle toujours, disent-ils. En fait, il vaut mieux toujours frapper à un moment donné. Cela permet d'économiser de la force, de l'énergie, du temps. C'est le seul moyen d'obtenir un réel succès. Ne vous dispersez pas sur tout. L'idée de diversification est correcte en principe et elle est conçue pour les investisseurs non qualifiés, pour les suiveurs et non pour les dirigeants, pour ceux qui ne connaissent rien aux investissements. Pour les joueurs de casino conditionnels qui font aveuglément confiance à tout, que diront les autres? La diversification n'est utile que pour ceux qui sont totalement dépourvus de compétences et de qualifications. C'est à ces personnes que tous ces conseils sont donnés. Dans l'espoir que si, par exemple, un émetteur de titres fait faillite, alors vous ne perdrez pas tout, mais seulement une partie. Mais vous devez en convenir, cela mieux vaut faire un effort et augmenter les chances de succès d'un panier particulier que de faire confiance au hasard et d'être un observateur extérieur. Pourquoi avons-nous soudainement décidé que le résultat attendu des investissements ne dépendait pas de nous? Pourquoi avons-nous décidé que toutes les probabilités de succès ou de perte sont certainement imprévisibles? Désolé, mais nous ne jouons pas à la roulette, n'est-ce pas? Pour un investisseur compétent, pour une personne vraiment intelligente, il devrait toujours y avoir un panier meilleur que l'autre. Investir dans un proche est préférable à tout le monde. Tout simplement parce que nous avons tous des qualifications différentes, nous comprenons des domaines différents. Supposons que vous soyez doué, vous comprenez l'immobilier résidentiel, vous êtes un spécialiste, vous savez gérer, vous savez comment tout fonctionne. Vous savez comment payer les impôts, comment conclure des contrats de location, toutes les règles du jeu vous sont connues et évidentes. Pourquoi, dites-moi, dans ce cas, investir ne serait-ce qu'un rouble dans des crypto-monnaies ou en bourse, auquel, par exemple, vous ne comprenez rien du tout? Investissez dans un endroit où pratiquement rien ne dépend de vous personnellement et où les risques de perte en capital seront d'autant plus élevés. Et vice-versa, pourquoi investir ne serait-ce qu'un centime de votre capital dans l'immobilier si vous-même n'y comprenez rien, vous ne savez pas comment choisir un objet, et vos connaissances et votre expérience sont pratiquement nulles? Mais vous, par exemple, maîtrisez bien la pâtisserie et vous possédez déjà votre propre boulangerie, de nombreuses années d'expérience et de connaissances dans ce domaine. Ou dans tout autre domaine, en entreprise. Ou possédez-vous, par exemple, des informations complètes sur les actions d'une entreprise en particulier, vous êtes impliqué dans ce domaine et le comprenez plus que d'autres. Ou, par exemple, vous êtes un bon spécialiste en développement informatique, en marketing internet ou autre chose. Pourquoi alors au moins investi un centime dans autre chose? Pourquoi allouer artificiellement vos ressources à différents domaines dans lesquels vous êtes incompétent? La réponse est évidente: diversifier les risques.
Mais alors vous devez comprendre que vous perdez en rentabilité, en efficacité. En d'autres termes, vous échangez votre incompétence contre la possibilité de répartir les forces sur différents points. Au lieu de trouver un bon point et de l'attaquer de toutes parts. Votre force, marquant ainsi le clou dans une planche solide. Mais en vous diversifiant, vous semblez gratter ce tableau par petites touches à différents endroits, sans obtenir ce que vous voulez. La plupart des investisseurs qui réussissent détiennent en fait la part du lion de leur capital dans les entreprises dans lesquelles ils sont impliqués. Elon Musk, par exemple, il met plus d'œufs dans le même panier, dans son idée originale, Tesla. Parce qu'il sait comment cela fonctionne vraiment. Même chose avec Warren Buffett et de nombreux autres investisseurs à succès. Ils ont toujours leurs actions préférées. Pour l'investissement. À bien y regarder, presque aucun des riches n'agit en pratique aveuglément selon ce principe, mettez vos œufs dans des paniers différents. Ce serait une myopie de leur part, car il leur serait plus difficile d'y parvenir. Succès. Bien que dans toutes les conférences d'investissement, dans tous les cours, c'est exactement ce qu'ils inculquent aux gens ordinaires, se diversifier, mettre ses œufs dans des paniers différents, répartir les risques. Tout n'est pas si simple ici et il y a de quoi réfléchir. Dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, beaucoup plus dépend de vous. Pas tout, bien sûr, mais beaucoup. Et il est toujours plus rentable d'investir en soi, dans ses connaissances et ses compétences, dans sa propre idée, que d'acheter aveuglément les titres de créance de certains étrangers des gens. Croyez-moi, tous les risques ont été calculés depuis longtemps et derrière des rendements élevés, en règle générale, se cache un risque beaucoup plus grand. Je vous recommande simplement d'enlever vos lunettes roses et d'envisager les investissements avec une attitude plus sobre. Aspect pratique. Les investissements totalement passifs et les revenus passifs sont une utopie, en un sens, un mythe, généralement imposé par les infogypsies. Les investissements passifs sont conditionnels, des travaux sont encore nécessaires. Même dans un sens philosophique, seul investir dans soi-même peut donner des rendements vraiment élevés et un effet positif. Parfois, il est utile de simplement prêter attention, par exemple, à votre santé, à votre famille, plutôt que de poursuivre aveuglément certains objectifs mythiques dans ces domaines. Des secteurs dans lesquels vous n'êtes rien ne comprenez pas. Pour vous spécifiquement, dans votre domaine, que vous connaissez bien, il y aura toujours moins de risques que dans les métiers d'inconnus. Et c'est logique que ce soit droit de choisir tel panier de spécifique, et non certain un autre, spéculer, deviner, c'est bien sûr merveilleux, mais nous ne sommes pas dans un casino. Cela ressemblera plus à un jeu qu'à un investissement. Les hommes d'affaires retirent souvent une partie des fonds de leur entreprise non parce qu'ils voulaient faire une sorte de diversification, mais parce que, par exemple, la capacité du marché ne leur permet pas de réinvestir plus de capital. Autrement dit, le bénéfice attendu des nouveaux investissements sera moindre. Pour faire simple, de l'argent neuf n'y est plus nécessaire, dans les affaires, cela n'apportera pas plus revenu. Si la capacité du marché dans une niche particulière était infinie, alors un homme d'affaires investirait absolument tout son argent uniquement dans sa seule entreprise, mettrait absolument tous ses œufs dans un panier spécifique, qu'il contrôle lui-même. Et c'est tout à fait logique. Par conséquent, le principe même de la diversification doit être traité avec une bonne dose de scepticisme. C'est un beau slogan, une généralisation, qui n'est pas toujours appuyée par le choix rationnel de l'investisseur lui-même. Mais on lui a juste dit ça lors des stages. Le prochain proverbe dont je voudrais discuter avec vous aujourd'hui a été dit par Roland, le héros du roman « Le Maître et Marguerite » de Mikhail Bulgakov et il dit ceci, « Ne demandez jamais rien, surtout à ceux qui sont plus forts que vous. Eux-mêmes offriront tout, donneront. » Je voudrais discuter de cette idée du point de vue de l'investissement, et en particulier du point de vue de la psychologie humaine, de la philosophie et de la sagesse de la vie. Cette phrase s'est répandue parmi les masses, est largement utilisée, et je l'ai entendue à plusieurs reprises par de nombreuses personnes, ne demandez jamais rien aux autres. Mais les gens répètent cela comme des perroquets, sans réfléchir à l'essence de ce dicton. C'est intéressant qu'ils répètent cette phrase, parfois même des croyants, des religieux. Bien qu'elle ait été prononcée dans le roman de Roland, c'est-à-dire, selon l'intrigue, le diable, venu à Moscou. Et ce principe complètement contredit une autre phrase biblique, une idée qui ressemble à ceci, demandez et on vous donnera. Si l'on y réfléchit bien, l'attitude consistant à ne rien demander à personne est destructrice pour les relations humaines. Et le grand écrivain Bulgakov ne se contente pas de mettre ce dicton dans la bouche de Satan. Voyons cela. Donc, sans aucun doute, demander quelque chose est toujours très difficile pour nous. Et pour être honnête, c'est un problème pour moi aussi, et pour beaucoup de gens,
souvent plus que même pour les gens honnêtes. Il leur est parfois plus facile de répondre eux-mêmes à la demande de quelqu'un que de la demander eux-mêmes. Ne pas demander, cela nous semble la position d'une personne fière et indépendante. Nous voyons clairement la facette la plus évidente de cette qualité, l'estime de soi. Mais on oublie que l'orgueil coexiste toujours avec un sentiment de supériorité, dégénère en arrogance. L'orgueil se manifeste dans le fait que l'on ne veut pas être obligé envers quelqu'un. Ou on a simplement peur du refus de celui à qui nous demandons. Nous avons peur de paraître faibles. Et cela, mes amis, n'est pas du tout de l'orgueil, mais de l'arrogance, qui est considérée comme un péché dans de nombreuses religions. L'arrogance divise les gens, nous empêche de nous comprendre. Sans interaction sociale, sans le soutien et l'aide des autres, une personne devient faible et vulnérable. Peu de gens pensent à une notion aussi importante que la solidarité. Demander de l'aide, c'est aussi apprivoiser son arrogance, faire tomber son arrogance. D'un point de vue psychologique, il est important pour nous d'admettre « j'ai besoin d'une autre personne ». Nous pensons parfois que nous devrions demander fort, cela signifie s'humilier, demander une sorte d'aumône. Nous sentons bien où se situe cette ligne fine. Nous demandons souvent à des personnes proches, à des parents plus volontiers qu'à des étrangers les gens, car psychologiquement c'est plus facile, il est plus facile de paraître faible devant des proches que devant des inconnus. Mais on se souvient encore de cette phrase de Holland, qui nous conseillait surtout de ne pas demander à des personnes fortes et qui réussissent. Mais je dois convenir qu'absolument toute personne qui peut aider dans un domaine spécifique, à certains égards, nous sommes déjà plus forts que nous. Vous avez sûrement entendu la phrase suivante de la part de vos connaissances ou amis, « Je n'ai jamais demandé de promotion à mon patron sur l'échelle de carrière ou pour une augmentation de salaire ?» Et puis ça sonne auto-justification, c'est pourquoi j'ai été ignoré par des collègues de service plus arrogants, qui demandaient constamment, comme s'ils léchaient le cul du patron. Mais mon expérience personnelle de communication avec les managers, au contraire, suggère qu'ils préfèrent promouvoir justement les salariés qui le leur demandent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un marqueur psychologique, la preuve que la personne qui demande est déjà prête pour la prochaine étape. S'il vous le demande aujourd'hui, à l'avenir, il sera très probablement prêt à faire plus d'efforts, il s'efforcera avec diligence de justifier votre confiance. Et si vous êtes guidé, il prendra lui-même la décision de promouvoir quelqu'un, sans la demande de l'employé lui-même, alors la charge de la responsabilité de la décision prise incombe uniquement à lui. Après tout, il n'était pas demandé, c'est sa décision volontaire. Il en va de même pour les demandes d'augmentation de salaire. Demander augmentation, nous devons d'une manière ou d'une autre justifier cela. Présentez vos réalisations, votre plan spécifique. Ils disent, payez-moi plus, et en retour j'apporterai beaucoup plus de bénéfices à l'entreprise. Cela ne se transforme essentiellement pas en une demande d'un document, mais dans des négociations à part entière entre deux sujets égaux qui échangent leurs ressources. L'un achète le travail et le temps d'un autre, et en retour il demande une augmentation de salaire, monétise ses compétences et sa confiance. Ceux qui ne demandent pas, s'attendent constamment à être remarqués et appréciés, passent en réalité à côté d'une opportunité très rentable. Pour eux-mêmes ? En règle générale, dans toute entreprise, les employés les plus consciencieux et honnêtes sont ceux qui sont gênés de demander de l'aide, les personnes ayant une faible estime de soi. Ils ne sont pas remarqués par leurs supérieurs et je ne les apprécie pas. Nous ne demandons pas parce qu'on ne fait pas confiance aux gens. Le manque de confiance fondamentale est le principal problème des sociétés arriérées et archaïques. Les économistes estiment cet indicateur à l'aide d'enquêtes sociologiques spéciales. Dans les pays pauvres, le niveau de confiance humaine fondamentale dans la société, dans l'État, dans les institutions sociales est bien inférieur à celui des pays prospères et heureux. Par exemple, le secret du succès de la Suède, de la Finlande et d'autres pays développés d'Europe réside dans le fait que, selon les données scientifiques, ce niveau de base la confiance des personnes dans la société de ces pays est très élevé. Les gens font davantage confiance aux autorités, à la police, aux tribunaux et, par conséquent, ils sont plus disposés à payer des impôts et se sentent plus en sécurité, plus soutenus socialement. Si nous faisions davantage confiance au monde, nous serions plus entreprenants, plus prospères, prendrions l'initiative plus souvent, apporteraient plus d'avantages aux amis et à la société dans son ensemble. Les psychologues disent que la confiance fondamentale s'établit chez une personne dans l'enfance. Mais néanmoins, n'importe quelle qualité, n'importe quelle capacité d'une personne peut et doit être travaillée à tout âge, développée, gonflée par ses compétences utiles. Cela dépend du niveau de notre confiance fondamentale si nous serons actifs et patients, si nous sera sûr que dans le cas où d'autres personnes nous soutiendront. Sinon,
nous tomberons dans le désespoir à chaque fois à la première difficulté, nous reculerons constamment devant les épreuves. Des gens convaincus que le monde entier est contre eux, qu'il y a ne sont que des ennemis, ne réussiront jamais dans la vie. Toute mon expérience de vie personnelle et l'expérience de nombreuses personnes qui ont réussi que je connais nous disent que demander est en fait possible et nécessaire. C'est une compétence très utile. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un dicton, on ne se fait pas frapper au nez pour avoir demandé. Il arrive souvent que nous regrettions de ne pas avoir aidé un être cher une seule fois. Même si nous pouvions et avions tous les outils pour cela. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne nous a pas demandé une telle aide à temps. Par exemple, les parents âgés ne trouvent souvent pas la force de demander de l'aide à leurs amis. Les enfants ? Ils sont gênés, ont peur de causer des désagréments avec leurs demandes. Et nous demandons, pourquoi n'ont-ils pas demandé ? Et nous, les gens honnêtes, éprouvons encore un certain sentiment de culpabilité. À propos, sur cette chaîne, il y avait une vidéo très utile et intéressante sur ce sujet, qui s'intitule « Comment reconnaître une personne honnête ?» Un moyen fiable d'éliminer les mauvaises personnes. En fait, les gens adorent aider les autres. Nous nous sentons bien à la pensée même que nous avons déjà aidé quelqu'un. Et parfois, nous aimons même quand ils nous demandent toute l'aide possible. Alors demander, c'est comme donner un privilège à une autre personne, le privilège de nous aider. Mais n'oubliez pas que l'aide fournie n'est pas une transaction. Et une personne honnête ne s'attendra jamais à une compensation pour son aide. Si nous étions soutenus, nous étions autrefois aidés, alors notre devoir tacite est d'aider en retour. Si ce n'est à la même personne qui vous a aidé, du moins à toute autre personne que nous rencontrons dans la vie. Il est important de répondre au monde avec gentillesse pour gentillesse. Parfois nous sommes incapables d'aider, nous serons obligés de refuser des gens, cela n'a rien de honteux. Mais l'entraide nous lie avec des liens sociaux particuliers. Du fait que nous sommes tellement fascinés par l'image d'un indépendant. Et fiers qui ne demande jamais d'aide à personne, c'est comme si nous avions oublié comment accepter l'aide de d'autres personnes. Vous avez sûrement rencontré une situation où vous souhaitez offrir un cadeau à votre proche, le soutenir financièrement, par exemple, mais pour une raison quelconque, il refuse d'accepter cette aide. Par exemple, les parents veulent souvent donner de l'argent à leurs enfants déjà adultes, mais ils refusent, éprouvant de la maladresse et de la honte. Par exemple, nous avons déjà grandi et c'est une honte pour un adulte de prendre de l'argent à des parents âgés. Je voudrais donner une recommandation, acceptez toujours une telle aide de la part de vos parents âgés, ne la rejetez pas. Cela les rendra encore plus heureux. S'ils ont économisé une petite somme d'argent et veulent sincèrement vous la donner, alors vous devez l'accepter avec gratitude, ne pas refuser et ne pas gronder vos parents pour cela. À ce moment-là, ils veulent se sentir utiles à vos côtés, ils veulent sincèrement offrir ce cadeau. Se sentir important, nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'essayer de rendre ce cadeau coûteux au même moment. Ce n'est pas nécessaire d'être en colère contre celui qui vous a aidé ou vous a offert un cadeau précieux. Si vous le souhaitez, vous en aurez alors l'occasion à l'avenir, offrez-leur vos soins et un autre cadeau de valeur, si vous le souhaitez. Mais pour le moment, vous ne devriez pas refuser, mais plutôt accepter de l'argent ou toute aide avec gratitude. Être capable d'être reconnaissant pour l'aide est une qualité importante qui, d'ailleurs, distingue les personnes qui réussissent de celles qui échouent. Je le vois dans l'exemple de beaucoup de mes connaissances, des personnes qui réussissent, à partir de ma propre expérience de communication, y compris avec des personnes riches et qui réussissent financièrement. Il est également important de demander de l'aide, car les gens ne savent pas toujours exactement comment vous pouvez le faire. Aider, quel outil choisir pour cela ? Il y a une situation où les gens qui veulent t'aider à faire des erreurs, agissent au hasard, ne comprenant pas de quel type d'aide une autre personne a besoin. Parfois, nous nous précipitons à la rescousse, mais ensuite il s'avère que la victime n'avait besoin de rien du tout, pas de l'aide que nous lui avons apportée. Il se peut que notre générosité, un désir aussi stupide et aveugle d'aider, ait en fait apporté plus de mal que de bien. Parfois, nous essayons d'éteindre le feu des problèmes, avec nos proches et nos proches avec de l'argent, mais en fait le problème n'est pas résolu de cette façon. Nous avons besoin des outils de quelqu'un d'autre. Ce qu'il fallait, par exemple, c'était simplement un soutien informationnel et une aide pour prendre une autre décision, parfois douloureuse, difficile, mais correcte. Et en essayant de résoudre tous les problèmes uniquement avec de l'argent, parfois nous ne faisons qu'aggraver ces problèmes, poussant une personne à s'endetter toujours plus. Pour nous, les gens qui veulent sincèrement aider, il est difficile d'évaluer quel type d'aide est nécessaire, quoi outil à choisir, donc demander une aide spécifique signifie nous donner des informations spécifiques sur ce dont la personne qui demande a besoin en ce moment, quelles sont ses pensées.
Malheureusement, nous ne pouvons pas toujours aider, et il est important d'apprendre à refuser, c'est-à-dire admettre honnêtement qu'on ne peut pas l'aider, et ne pas instiller de faux espoirs chez la personne. Mais demander ça vaut la peine, c'est tout n'est pas considéré comme quelque chose d'humiliant. Ce sont les pensées, mes amis. Certaines attitudes psychologiques que nous recevons des informations sur Internet, des œuvres d'art, d'autres sources ne peuvent parfois que nous nuire. Nous ne devenons pas riches ou prospères simplement parce que nous faisons aveuglément confiance à de tels conseils et paroles. Par conséquent, la capacité de pensée critique, la capacité de réflexion, vous seront utiles. Ce que nous essayons de développer sur cette chaîne, en discutant de toutes ces questions importantes sur la vie, les finances, les relations familiales, etc. Merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine fois.